Introduction. De futurs dirigeants sensibles au développement durable. Un des enjeux du développement durable, concilier l'économie, le social et l'environnemental. Un projet porté par un groupe d'étudiants en Master 2 GE2S de l'IAE de Lille, qui ambitionne de favoriser le passage de l'intention à l'action, prenant appui sur des acteurs engagés dans le développement durable. Comment définissez-vous le développement durable ? Le développement durable, c'est simplement comment est-ce qu'on envisage le développement d'une société sous tous ses pans, qu'ils soient sociaux, sociétaux, environnementaux, économiques, et sur la nature, enfin sur la question aussi de la gouvernance, comment on gouverne une société qui se développe de façon. En tant qu'acteur du médico-social, on est directement un acteur du développement durable puisqu'on participe à une vision de la société et du monde qui est de donner une place dans la société aux personnes en situation de handicap. Le développement durable, c'est une manière de laisser une empreinte qui peut avoir un impact énergétique moindre dans le temps. En 3 mots, ce serait la construction d'un présent qui ne soit pas préjudiciable aux générations futures. À la fois pour l'environnement, je pense que ça c'est un point important, et aussi pour les individus qui en font. Alors, pour moi, je dirais que c'est agir pour préserver l'environnement. Comment définir le développement durable ? D'une vision de l'écologie au développement durable, un développement social, sociétal, écologique et économique équilibré, la construction d'un présent qui ne soit pas préjudiciable aux générations futures, une manière de concevoir la gouvernance, agir pour préserver l'environnement, une empreinte énergétique moindre dans le temps, donner une place dans la société. Les établissements sociaux et médico-sociaux sont par nature des acteurs du développement durable. Quel est votre projet de développement durable ? Comment a-t-il émergé ? Je représente le Club Noé, association qui développe l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est-à-dire un nouveau modèle économique, nouveau, parce qu'en fait il envisage de redéfinir ce qui a de la valeur et la manière de la produire en fonction des effets utiles que l'on produit réellement. Alors nous, ça a d'abord émergé donc en 2017 dans un établissement du GAPAS, qui est l'IME La Pépinière à Los, puisque c'est un établissement qui a 15 hectares de terrain. Donc à l'époque, moi j'étais cadre de direction dans cet établissement-là et on a commencé par une approche assez environnementale et biodiversité de la gestion du terrain. De là est née, via une formation en méthode de projet organisée par l'association, la volonté de faire de ce projet-là un projet associé. On a planifié et construit une politique achat responsable. On est à peu près à 78 ou 79 actions développement durable mises en œuvre à l'échelle du GAPAS sur les 26 établissements et services. Plus de 10% des professionnels du GAPAS, des collaborateurs du GAPAS qui sont inscrits dans une action développement durable. Et donc, ils choisissent collectivement leur organisation. Et moi, en fait, je les accompagne, j'anime les cercles et je pilote un peu la démarche globale. Voilà, donc la médiation précarité énergétique dans le parc social sur le secteur de la MEL. Aller à la rencontre de locataires qui sont en situation de précarité énergétique. Donc, par précarité énergétique, on entend que le niveau de ressources est insuffisant pour subvenir aux besoins énergétiques du ménage et ça peut être lié aux conditions d'habitat ou à des habitudes que peuvent avoir les locataires. Je vais déterminer des objectifs d'accompagnement qui vont me permettre, si la personne en est d'accord, de l'accompagner. Parmi les difficultés budgétaires que rencontraient les ménages, il y avait la difficulté dans la gestion des factures énergétiques. La médiation précarité énergétique a été financée dans un premier temps par la Fondation de France et la CAF, puis rejointe ensuite par la ville de Lille et ensuite par la métropole européenne de Lille. Donc, on est passé à l'action à partir du moment où nous avons vraiment réaliser notre propre diagnostic socio-technique, c'est-à-dire qu'on s'est basé sur des éléments vraiment très spécifiques à l'habitat en termes d'énergie. Donc, on cherche à savoir finalement quel type d'énergie utiliser, quel est le montant des factures des ménages, etc. Alors par exemple, on accompagne un centre d'appel et de télésecrétariat pour cabinets médicaux qui s'appelle GESNOR en l'occurrence. On s'est dit,
En fait, les télésecrétaires, elles ont tissé des liens de confiance, une certaine connaissance sur l'organisation de ces médecins, sur aussi leur santé, leur propre santé à ces médecins généralistes qui doivent gérer des volumes de patients parfois très compliqués. Et du coup, en tant que centre d'appel, on va pouvoir faciliter, fluidifier l'accès aux soins, mais aussi sur la pertinence de cette demande. Peut-être que c'est un kiné qu'il faudra aller voir, qu'il faudra aller mobiliser. On entretient la vigne de Valenciennes, on fabrique 3 excellents vins, et donc ce projet de vigne occupe une cinquantaine de travailleurs. Un projet qu'on n'a pas démarré nous-mêmes. Ça avait été repris par une association du social, et le projet était un peu tombé à l'eau. On était, je dirais, presque numéro 1 pour reprendre cette vigne. Et donc, on m'a sollicité à ce niveau-là. Et ma première action, c'était de dire, mais attendez, pourquoi voulez-vous faire du vin à Valenciennes alors que ce n'est pas une région vinicole? Si on a effectivement des métiers en espace vert, arboriculture fruitière, on ne connaît pas bien. Enfin, c'est un métier quand même très particulier. Mais je me suis dit, je vais quand même aller voir. Voilà, ça a démarré comme ça. Il fallait vraiment qu'il y ait un projet social à la base. Et on s'était dit à l'époque, donc j'ai convaincu mon conseil d'administration, j'ai convaincu mon président de l'époque, mon directeur général, sur le fait qu'on pouvait y faire quelque chose. Et c'était aussi un outil de communication. Voilà. Et donc, il a fallu que je le raccroche à un projet, et un projet, je dirais, durable. Donc, l'idée, ça, dans un premier temps, était comment faire avec ce budget-là, avec ce qu'on reçoit, pour pouvoir proposer quelque chose aux femmes. On s'est dit, malgré tout, il y a beaucoup de stock parfois chez les femmes, parce que la peur de manquer fait qu'elles prennent beaucoup. Il y a aussi des fois, entre guillemets, peut-être du gâchis, parce qu'on donne sans réfléchir un peu à la quantité. Derrière, il y avait l'idée de responsabiliser les femmes, ou de les aider à se responsabiliser sans être en fait jugeante, en se disant que, de réfléchir un peu aux besoins qu'on peut avoir et à la consommation qu'on a. Compliqué aussi parfois pour des femmes qui n'ont pas moyen d'accéder à ce qu'elles voient au niveau marketing, etc. Et de se dire, il faut que je fasse tout moi-même en fait, parce que pas pour l'environnement, mais parce que j'ai pas les moyens. Dans la démarche, on a eu un souci d'équité. Donc, on a des femmes seules, des femmes avec des enfants, etc. Donc, notre première chose, c'est de se dire si on peut, pour proposer une variété plus élargie aux femmes, il va falloir qu'on voit déjà sur ce qu'on donne au réel. Donc, on a essayé d'élaborer quelque chose au plus juste, se dire, une femme seule n'a pas les mêmes besoins qu'une une maman qui est avec ses 3 enfants. Et du coup, on a vraiment fait un travail de comptage et de répartition sur le papier toilette, le cacao, le riz, etc. Et ça, on l'a soumis aussi aux femmes en leur expliquant pourquoi ça changeait. En disant, voilà, à un moment donné, nous, ce qu'on vous propose, c'est de gérer au mieux les stocks. Donc, vous n'avez plus besoin de faire de réserve pour vous permettre d'avoir toujours, d'accord? Donc, voilà, le jeu, c'est le gagnant-gagnant et de se faire confiance. Mais jouez le jeu de ne pas prendre quand vous n'avez pas besoin. Et nous, si vous avez besoin, on aura. Et à côté de ça, ce côté je fais un effort, ça a permis de dire, les légumes frais, etc., que vous n'avez pas forcément tout le temps, la viande, avec ces efforts-là, on peut compenser par ça. Donc, il y a un gain. Quel est votre projet? Comment a-t-il émergé? L'émergence du projet par une volonté de construire une transition vers une économie plus verte, d'une sensibilité personnelle vers un projet associatif, l'intérêt de la direction d'en faire un projet social, par une entrée économique de sa propre consommation, par la rencontre des ménages en ciblant l'habitat durable, en cherchant à redéfinir ce qui a de la valeur et la manière de la produire. Des soutiens, des freins dans votre projet? L'idée est venue d'être accompagné par un cabinet extérieur pendant 3 ans pour asseoir une démarche qui nous soit propre. La question, c'est comment, sur des sujets aussi complexes et sensibles que celui du développement durable, on arrive à embarquer le plus possible de monde, asseoir une méthodologie et une mise en action qui nous soit propre au GAPAS, aussi au regard de la façon dont le GAPAS pense le management et autour du management coopératif, avec une volonté que la démarche soit la plus horizontale possible et de donner le plus entre guillemets, de pouvoir possible aux gens de terrain, aux éducateurs, aux éducatrices, aux collaborateurs de terrain, pour qu'ils soient eux les acteurs de leurs propres projets et de leurs propres idées en fonction de leur sensibilité et de leurs centres d'intérêt environnementaux ou biodiversité essentiellement, puisque ça a essentiellement démarré par cette porte d'entrée. Le diagnostic socio-technique nous sert à constater une situation à son point initial. Il va maintenant falloir mettre en place des outils qui vont nous permettre de mesurer notre impact
à la fin de notre accompagnement. Donc, on a décidé de mettre en place aussi un logiciel de suivi des consommations qui nous a permis de voir finalement, de mois en mois, quelle est la consommation du ménage et s'il respecte finalement les moyennes nationales dans l'utilisation qu'ils ont des énergies. On connaît l'impact budgétaire de chaque matériel qu'on fait installer dans le logement. Et on leur montre le changement que ça va apporter au niveau budgétaire sur un mois, sur un an, pour qu'ils puissent bien peser finalement la différence sur dans ma facture mensuelle, voilà l'impact que ça va avoir, mais finalement au niveau annuel, voilà aussi l'impact que ça va avoir. Donc voilà, c'est vrai que finalement, économie et écologie sont des termes qui sont très liés. Ce qui a été vraiment très soutenant, ça a été tout le réseau partenarial qui s'est installé autour de nous. Donc, je vous ai parlé effectivement de la Maison de l'Habitat Durable, qui a été, enfin la ville de Lille, hein, qui a été un de nos financeurs par ce sujet porté par la Maison de l'Habitat Durable. À la Maison de l'Habitat Durable, on peut retrouver un tas de partenaires, comme les juristes de la DIL, qui sont aussi spécialisés dans l'habitat indigne, les conseillers info-énergie, spécialisés dans toutes les matières isolantes, tous les outils innovants qui permettent de faire des économies, etc. Donc, c'est ça qui est vraiment important, soutenant dans ce projet, c'est la multiplicité des partenaires. Les cabinets médicaux qui font appel à ce centre d'appel, elles demandent plus seulement de la gestion d'agenda, mais elles vont acheter de la fluidité de l'accès aux soins et un respect de leur équilibre de vie. Des bénévoles de métier, hein, des vignerons et puis des maîtres de chais. C'était le premier projet où on travaillait un produit, je dirais, de l'exploitation de la terre au produit final. Et puis on a monté les opérations sur le territoire avec des parrainages. Et donc on a construit ça aussi en partenaire avec des ESAT et des associations des territoires vinicoles, notamment de Beaune, pour apprendre à tailler. Les personnes aussi handicapées de nos établissements, on les a formés, hein, ils ont eu un diplôme pour ça, et puis ils nous apprennent à tailler, et c'est assez exceptionnel. Une personne handicapée est capable de tailler mieux que la vigne que je sais moi-même le faire. Et le challenge, c'était de pouvoir faire un vin de qualité, soit fait par des personnes en situation de handicap. Point qui était quand même très important, c'était la possibilité de vendre le vin. C'est une nouveauté pour nous. Là, aujourd'hui, on le vend dans les commerces. C'est toujours des petites actions, pouvoir les présenter au moment où la dame a besoin de quelque chose. C'est pas lui dire ah bah, il faudrait faire comme ça. C'est plus là vous énoncez quelque chose qui est compliqué, il existe ça. Avec une même enveloppe, nous on a la sensation de pouvoir proposer autrement, de façon plus fournie. Et c'est ce côté très c'est basique en fait. Bah voilà, cette bouteille d'eau qui pourrait servir qu'une fois, bah au moins elle sert à mettre de la lessive. On a demandé par exemple, on a dit bah voilà, nous on veut aller voir aussi dans les magasins, voilà combien ça coûte d'acheter un conditionnement de 5 kg de riz. Ça a été très bien accueilli. On a donc des collègues maîtresses de maison qui à ce moment-là étaient sur d'autres missions, à qui on a pu présenter voilà le package et qui ouais du coup se sont dit ok bah en plus pour nous c'est clair. Telle famille, on a pu à se dire est-ce que c'est assez, pas assez. On veut compter, pas compter les grains de riz, mais voilà. Ouais, ça a été très formalisé, hein, de vraiment rendre ça avec des fiches techniques, etc. Mais c'était coûteux pour personne. Après, les collègues ont à cœur de faire ces ateliers aussi de produits. C'est bien souvent aussi des femmes qui peuvent avoir parce qu'elles ont des cultures différentes. Le truc qui est pas cher et qui est très bien pour la peau ou pour. Donc, c'est aussi de leur permettre de partager ça, comme on évoquait tout à l'heure. Économiquement, bah ouais, en fait, on n'a peut-être pas besoin du produit qui est vendu 5 € et qu'on peut se faire plaisir ou faire plaisir aux enfants ou acheter quelque chose de nécessaire. Si ça, on peut s'en passer en fait. Un plan économique, voilà, écologique et voilà, logistique, ça peut vous être utile et ça peut vous convenir. Quel soutien et frein pour ce projet? Des facteurs de réussite, un accompagnement par un cabinet spécialisé, une démarche personnalisée, la multiplicité des partenaires, l'adhésion et l'implication des personnes accompagnées, la fierté des professionnels, une démarche gagnant-gagnant, des freins, une appréhension complexe de la démarche au regard de la situation globale, une technicité qui peut faire peur, le sentiment d'un engagement collectif impératif. Et maintenant, on va relancer tous les bilans de gaz, tous les bilans d'émissions des gaz à effet de serre, les BGS, cette année.
tous les audits énergétiques de tous les établissements et services du GAPAS cette année aussi. On a aussi des projets sur la question des plans de mobilité. On a aussi une volonté de travailler sur la performance sociale, ce qui était avant la qualité de vie au travail. Depuis 2019, on est en train de développer l'activité sur la métropole européenne de Lille et ça nous demande donc finalement de repartir un petit peu sur un nouveau point de départ. Il y a un risque psychosocial aussi aujourd'hui qu'on va pouvoir mesurer par rapport à ce confinement. On a des repérages, des situations qui vont nous être remontées, mais est-ce que les personnes vont continuer d'accepter à ce qu'on se présente chez elles? En réponse à cette crise du Covid-19, il s'agit d'abord de révéler les transformations qu'on peut opérer par le travail, c'est-à-dire l'orientation qu'il a, à quoi il sert, comment il peut s'agencer différemment pour que d'abord le travail soit facteur d'émancipation et de santé et qu'il soit aussi au service de la santé, et non pas d'objectifs de rentabilité, de productivité qui sont souvent dans cette logique de volume assez néfaste au final pour ceux que l'on veut faire, c'est-à-dire répondre à des besoins de santé de la façon la plus pertinente possible. Il y a la tradition de la terre, voilà, qui se transmet, ce qui n'existe plus aujourd'hui dans les établissements, hein, ou de moins en moins. Travailler la vigne, le plus écologiquement. Aujourd'hui, c'est pas une vigne bio. Ce qu'on espère quand même, c'est de réussir à aller sur ce registre-là. J'ai par exemple une dame que j'accompagne, alors elle fait sa lessive, elle fait enfin voilà tous ces trucs, etc. Donc elle me donne des bons plans. Maintenant, je sais que j'ai déjà 2 femmes avec lesquelles j'ai discuté des charbons. Parce que elle m'explique que porter l'eau, c'est pénible. Qu'en période de confinement, c'est encore pire de faire les courses. Sur les 17 objectifs de développement durable définis par l'ONU, il y en a 11 qui concernent directement les personnes en situation de handicap. Le développement durable, apporter des conditions de vie, on va dire, stables et décentes aux locataires permet finalement de les stabiliser dans leur logement et aussi dans leur vie privée par rapport au fait qu'ils vont avoir moins de difficultés dans leur gestion budgétaire. C'était l'environnement des hommes, les hommes qui font la vigne, donc les personnes en situation de handicap qu'on accompagne au quotidien dans nos établissements. Enfin, de ne pas juger parce que d'une part, ce n'est pas forcément leur priorité. Je pense qu'il y a Jean-Marc Jancovici qui expliquait, qui est une référence sur la comptabilité carbone et sur les émissions des gaz à effet de serre, qui expliquait que là, ce qu'on connaît en ce moment avec la crise correspond à la vie qu'on devrait avoir pour respecter la réduction des engagements liés à l'accord de Paris. Enfin, nous disposons en tout cas sur la métropole européenne de Lille d'un patrimoine qui peut parfois être aussi assez vieillissant et on intervient sur la situation parfois de un locataire sur un collectif d'appartements et donc finalement on se rend compte que si on veut apporter un remède à la situation, ce serait tout le bâtiment qui serait à revoir. C'est ce qui était le plus moteur quand vous montez un projet, c'est quand les bénéficiaires du projet finalement sont fiers de parler de leur projet. Je pense que ça, c'était le plus gros des moteurs. Et moi aussi, j'entends que des fois, on a envie de pouvoir s'acheter ce qui est vendu dans le magasin. Et maintenant, les perspectives. Relancer les bilans de gaz à effet de serre, construire un plan de mobilité, évoluer vers une culture biologique, poursuivre sur la performance sociale, les partages d'expériences et de pratiques, faire émerger d'autres démarches par l'action. J'espère que ça va créer un électrochoc qui va orienter les citoyens français vers un autre type de société, un autre type de relations humaines.